Je suis rentrée pour Noël après 9 mois d'une OPEX médicale. 9 mois en enfer. J'ai demandé à ma fille si les 1800 € que j'envoyais chaque mois suffisaient. Elle m'a regardée, confuse. Quel argent? Mes parents sont devenus livides. Ma sœur a changé de sujet. Je n'ai pas crié. J'ai fait ça. Et plus tard, on a frappé à la porte. Mon nom est Solange. J'ai 32 ans. Je suis caporal-chef, infirmière de combat dans l'armée de terre. Pendant 9 mois, ma réalité n'a été que la poussière ocre du Sahel, l'odeur métallique du sang et le vrombissement incessant des hélicoptères à Barkhane. 9 mois à suturer, à penser, à tenir des mains pendant que la vie s'échappait. Et puis, le retour. L'air de décembre en Alsace était si froid qu'il me brûlait les poumons. C'était délicieux. Les lumières de Noël de Rikvir, notre petit village si parfait, ressemblaient à un décor de film. C'était presque trop. Trop propre, trop calme. Tout ce que je voulais, c'était serrer ma fille, Léonie. 14 ans. L'âge où chaque mois compte double. La porte s'est ouverte. Maman. Elle s'est jetée dans mes bras. J'ai fermé les yeux, enfoui mon visage dans ses cheveux, respirant son odeur. Elle avait grandi. Elle n'était plus tout à fait mon bébé. Mes parents, Gérard et Marthe, se tenaient derrière, souriant. Ma jeune sœur, Bérénice, était là aussi. Une famille réunie. C'était tout ce qui comptait. Le dîner était merveilleux. Le bake-off de ma mère, le Riesling. La maison était chaleureuse. Peut-être un peu trop chaleureuse. J'ai remarqué le nouveau canapé en cuir dans le salon. La nouvelle télévision, immense, accrochée au mur. Mais je n'y ai pas prêté attention, j'étais trop heureuse. C'est au dessert que j'ai posé la question. Une question en l'air, une simple formalité. Je regardais Léonie, qui dévorait sa part de Kouglof. Alors, ma chérie, j'ai dit en souriant, j'espère que tu n'as manqué de rien. Les 1800 € par mois que j'envoyais à papy et mamie, c'était suffisant? Pour tes cours, tes sorties? Le silence est tombé. Un silence de plomb. Léonie a levé la tête, une miette de sucre au coin des lèvres. Son visage était une page blanche d'incompréhension. Quel argent, maman? Mon sourire s'est figé. J'ai regardé mes parents. Mon père, Gérard, venait de lâcher sa fourchette. Elle a rebondi sur l'assiette avec un clic strident. Ma mère, Marthe, avait posé ses 2 mains sur la table, comme pour s'empêcher de tomber. Elle était livide. Ma sœur, Bérénice, s'est levée brusquement. Oh! Regardez! Il neige. Les premiers gros flocons. J'ai tourné la tête vers la fenêtre. Il ne neigeait pas. Mon cœur. Il n'est pas tombé. Il s'est arrêté de battre. 16 200 € venaient de s'évaporer. Si vous regardez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. De quelle région de France, de Belgique, de Suisse, ou d'ailleurs? Et quelle heure est-il chez vous? J'ai vraiment besoin de me sentir connecté au monde réel en ce moment. Et s'il vous plaît, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite. Parce que ce que j'ai découvert dépasse l'entendement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. L'expérience du combat m'a appris une chose, quand tout explose, on reste calme. On analyse. J'ai souri à Léonie. Un sourire qui me coûtait tout. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Juste une question de compta militaire. Tu sais comment ils sont. Mais à l'intérieur, l'alerte rouge venait de se déclencher. Et je savais que cette guerre-là serait la plus sale de toute ma vie. Pour que vous compreniez l'ampleur de la trahison, vous devez comprendre ce que Léonie représente pour moi. Elle est tout ce qui me reste. Son père, Félix, est mort il y a 5 ans. Un accident de la route stupide, en rentrant du travail. J'avais 27 ans, Léonie en avait 9. Notre monde s'est effondré. Félix était mon amour de lycée. Nous nous étions mariés jeunes, nous avions eu Léonie quand j'avais 18 ans. C'était nous 3 contre le reste du monde. Quand il est parti, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Pendant des mois, j'ai été une coquille vide.
Mais je devais me battre. Pour Léonie. J'avais besoin de stabilité, d'un avenir pour elle. J'ai fait ce que je savais faire de mieux, aider les autres. Je me suis engagée dans l'armée de terre, comme infirmière. C'était dur. La discipline, les gardes, l'absence. Mais pour la première fois depuis la mort de Félix, nous avions une sécurité. Une assurance maladie. Un logement de fonction près de Strasbourg. Un salaire qui tombait chaque mois. Léonie s'adaptait. Nous allions bien. Et puis, l'ordre d'OPEX est tombé. Opération Barkhane. Le Mali. 9 mois. 9 mois. Léonie entrait en 4e. L'adolescence, les premiers doutes, les premiers drames de cœur. C'était le pire moment pour partir. J'ai cru m'effondrer. J'ai cherché des solutions, j'ai supplié mes supérieurs. Mais l'ordre, c'est l'ordre. Je n'avais qu'une seule option, mes parents. Gérard et Marthe. Ils vivaient à Riquevire, à 1 heure de route de ma base. Mon père avait vendu son atelier de menuiserie et il profitait d'une retraite confortable. Je suis allée les voir, le cœur lourd. Maman, papa, j'ai besoin de vous. Ils ont été merveilleux. Mais bien sûr, ma chérie. Ne t'inquiète pas, Léonie sera notre petite princesse. Ma mère pleurait presque de joie. Mon père m'a pris dans ses bras. Nous avons tout organisé. La discussion financière a été très claire. J'allais toucher une prime de déploiement conséquente. Je vais mettre en place un virement automatique, leur ai-je dit, assis dans leur cuisine qui sentait la tarte aux pommes. 1800 € par mois. C'est pour Léonie. Ma mère a écarquillé les yeux. 1800 €? Mais Solange, c'est beaucoup trop. Nous n'avons besoin de rien. J'ai insisté. Non, maman. Ce n'est pas pour vous. C'est pour elle. Je veux qu'elle ne manque de rien. Ses cours de dessin, ses affaires de sport, des vêtements neufs, des sorties avec ses copines. Et je veux que vous mettiez de côté ce qui reste pour ses études. C'est non négociable. Mon père a posé sa main sur la mienne. Comme tu voudras, ma fille. Tu peux nous faire confiance. Nous prendrons soin d'elle comme de la prunelle de nos yeux. Le jour du départ a été le plus dur de ma vie. Léonie s'accrochait à moi. Ne pars pas, maman, j'ai peur. Je reviens, mon cœur. Je te le promets. Papy et mamie vont s'occuper de toi. J'ai regardé mes parents, les larmes aux yeux. Prenez soin de mon bébé. Ne t'inquiète pas, Solange, m'a dit mon père. Fais ton devoir. On s'occupe du reste. Je leur ai donné un accès en consultation à mon compte bancaire, pour qu'ils puissent vérifier que les virements arrivaient bien. Je leur ai donné ma confiance absolue. Je leur ai donné ma fille. C'était ma plus grande erreur. Le reste du dîner de Noël s'est déroulé dans un brouillard. Ma question flottait dans l'air, mais Bérénice, experte en faux-fuyant, a réussi à lancer une conversation sur les marchés de Noël. Léonie, sentant la tension, s'est tue. Mes parents, eux, évitaient mon regard. Ils semblaient soulagés. Comme si le pire était passé. Ils pensaient que j'avais avalé leur silence. Mais moi, j'observais. Les 9 mois passés en zone de guerre avaient aiguisé mes sens. Je ne voyais plus ma famille. Je voyais des indices. L'indice numéro 1, la maison. Ce n'était plus la maison de retraité modeste que j'avais quittée. Le canapé en cuir italien dont ma mère rêvait depuis 10 ans était là. La télévision 8K au mur devait coûter au moins 3 mois de mon salaire de base. Mon père a intercepté mon regard. Il s'est rengorgé. Et oui, ma fille. On s'est fait plaisir. Le voisin, Herr Schmidt, n'arrêtait pas de se vanter de sa nouvelle BMW. Il fallait bien lui montrer ce qu'un menuisier alsacien à la retraite peut s'offrir. Il a ri, un riz sec. Il a fait une de ses têtes quand il a vu ma nouvelle 5008 dans l'allée. Une Peugeot 5008. 9. Version haut de gamme, j'en étais sûre. L'obsession de mon père pour le statut dans ce petit village. L'indice numéro 2, ma sœur. Bérénice n'arrêtait pas d'agiter sa main gauche. Un bracelet en or blanc scintillait à son poignet.
Un quartier. Je le savais, j'avais bavé sur le même dans une vitrine à Strasbourg. Joli bracelet, Bérénice, j'ai dit, ma voix plus plate que je ne l'aurais voulu. Elle a rougi de plaisir. Oh, ça. C'est juste un petit cadeau de Noël en avance. On se gâte, hein. Elle a jeté un regard complice à mes parents. L'indice numéro 3, le plus douloureux, Léonie. Pendant que mon père parlait de sa voiture et ma sœur de son bijou, ma fille s'est levée pour débarrasser les assiettes. J'ai vu son pull. C'était un vieux pull en laine marine. Le mien. Non, c'était celui de Félix. Un de ses préférés, que j'avais gardé. Il était usé, les coudes étaient élimés. Léonie, a dit ma mère d'un ton sec, arrête de traîner les pieds. J'ai baissé les yeux. Et mon cœur s'est brisé une deuxième fois. Ses bottines. Celles qu'elle portait pour aller au collège. La semelle d'une chaussure bâillait. Et elle avait été réparée. Avec du gros ruban adhésif noir. Du gaffé. Ma fille, la petite fille d'un homme qui paradait en 5008-9, portait des chaussures tenues par du scotch. Je suis fatiguée, j'ai dit soudainement, coupant la parole à mon père qui décrivait les options de son véhicule. Le décalage horaire. Je me suis levée, j'ai embrassé Léonie. Bonne nuit, mon cœur. J'ai traversé le salon, passant devant ce canapé hors de prix, cette télévision gigantesque. J'ai fermé la porte de ma chambre d'enfance. Et là, dans le noir, j'ai commencé à trembler. Pas de tristesse. De rage. Une rage froide, pure, que je n'avais jamais ressentie. Il prenait l'argent. Il dépensait l'argent de ma fille. Et il la laissait porter des chaussures rafistolées. Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? L'image des bottines de Léonie, rafistolées au gaffé, était gravée à l'intérieur de mes paupières. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais cette semelle qui bâillait, contrastant avec le scintillement du bracelet de Bérénice. La colère montait en moi comme une fièvre. Une colère que je connaissais bien, celle qui vous prend au ventre sur le terrain, quand vous voyez l'injustice, la cruauté. Mais là, c'était différent. C'était chez moi. C'était ma famille. Vers 4 heures du matin, je n'en pouvais plus. Le silence de la maison était assourdissant. J'ai repoussé les couvertures. J'ai fait une erreur. Une erreur de débutant. J'ai laissé l'émotion prendre le dessus. J'ai traversé le couloir, pieds nus sur le parquet froid. Je n'ai pas frappé. J'ai ouvert la porte de la chambre de mes parents et j'ai appuyé sur l'interrupteur. La lumière crue a inondé la pièce. Mon père s'est redressé d'un bond, le cœur battant. Ma mère a gémi, aveuglée. Solange? Mais qu'est-ce que? Il est 4 heures du matin. Où est l'argent? Ma voix n'était pas la mienne. C'était celle du caporal-chef. Sèche, dure. Mon père a plissé les yeux. De quoi tu parles? L'argent de Léonie. Les 16 200 €. Où sont-ils? Ils se sont regardés. Un éclair de panique. Puis, ma mère a fait ce qu'elle fait de mieux. Elle s'est mise à pleurer. Comment oses-tu, a-t-elle sangloté, attrapant sa robe de chambre. Nous accuser, nous? Tes parents? Après tout ce qu'on a fait pour toi? On a gardé ta fille pendant 9 mois. Je ne vous ai pas demandé de la garder gratuitement, j'ai crié. Je vous ai payé. Grassement. Payé? Mon père s'est levé. Il était en pyjama, mais il avait retrouvé sa contenance. Sa colère était plus forte que la mienne. Tu crois que ça nous paie, ton argent? Tu crois que 1800 € couvrent le stress, les soucis? La fatigue? Ta fille est une adolescente, Solange. Ce n'est pas de tout repos. Elle porte des chaussures avec du scotch, papa. Et alors, a-t-il hurlé. Elle grandit si vite, ça ne sert à rien d'acheter du neuf. On lui apprend la valeur des choses. Ce que tu n'as jamais su faire, toi, avec ton argent de militaire qui te tombe tout cuit. J'ai reculé, comme si j'avais pris une gifle. Ma mère a enchaîné, ses larmes s'étaient séchées comme par magie. Et ton père, tu y penses à ton père? Il est malade. Son cœur.
Le médecin lui a dit d'éviter tout stress. Et toi, tu débarques ici, en pleine nuit, comme une furie. Tu veux le tuer? Ils m'ont bombardé. Leurs mots étaient des éclats d'obus. Ingrate. Mère indigne. Fille sans cœur. Ils ont retourné la situation. Je n'étais plus la victime, j'étais l'agresseur. Je suis resté là, au milieu de la chambre, mes mains tremblant. J'avais échoué. J'avais attaqué de front, sans plan, sans munitions. Et ils m'avaient anéanti. Je suis sorti de la chambre sans un mot. J'ai refermé la porte. Je suis retourné dans ma chambre d'enfant. Je me suis assise sur le lit. J'ai perdu. Franchement, qu'auriez-vous fait à ma place? Quand les gens qui vous ont élevé, les gens en qui vous avez une confiance aveugle, vous manipulent avec une telle cruauté? Comment réagissez-vous quand la colère vous étouffe mais que vous êtes paralysé? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à avoir ressenti ça. J'ai regardé le jour se lever sur les vignes gelées. J'avais perdu une bataille. Mais il venait de me rappeler les règles de la guerre. Fini l'émotion. Fini la fille éplorée. Mon enquête commençait. Vraiment. Et cette fois, j'allais la mener comme un caporal-chef. Le petit déjeuner a été l'un des moments les plus surréalistes de ma vie. Mes parents agissaient comme si rien ne s'était passé. Ma mère me proposait du kouglof en me souriant, mon père lisait les dernières nouvelles d'Alsace en sifflotant. Ils étaient contents d'eux. Ils m'avaient remise à ma place. J'ai joué leur jeu, excusez-moi pour cette nuit, j'ai dit en buvant mon café. Le décalage, le stress de Barkhane. J'ai été injuste. Ma mère m'a tapoté la main. Ce n'est rien, ma chérie. On comprend. Repose-toi. Je leur ai souri. C'est ce que je vais faire. En fait, je pense que je vais aller à Strasbourg aujourd'hui. J'ai oublié des affaires dans mon appartement de fonction. Ça vous ennuie si j'emprunte la vieille voiture? Mais prends la 5008, s'est exclamé mon père, tout fier. Non, merci, papa. Je préfère la Twingo. Moins de stress. 1 heure plus tard, j'étais sur l'autoroute A35. L'heure de route entre Riquewihr et Strasbourg m'a semblé durer une éternité. J'ai mis la radio, mais je n'entendais rien. J'ai repassé la scène de la nuit dans ma tête. Leurs mensonges. Leur assurance. Ils pensaient que j'étais seule, épuisée, facile à manipuler. Ils avaient oublié qui j'étais. Ma première étape n'a pas été mon appartement. Ça a été ma banque. Le Crédit Mutuel. J'ai expliqué à la conseillère que je rentrais d'OPEX et que j'avais besoin d'un relevé détaillé des 9 derniers mois. 5 minutes plus tard, j'avais les preuves en noir et blanc. Virement automatique, Solange, soutien Léonie. Premier de chaque mois. 1800 €. 9 fois. Total, 16 200 €. Tous encaissés. Tous sur le compte joint de Gérard et Marthe. La conseillère m'a regardé. Tout est en ordre, caporal-chef? J'ai plié les feuilles. Parfaitement. Ma deuxième étape a été plus difficile. Je me suis assise dans ma voiture, sur le parking de la banque, et j'ai sorti mon téléphone militaire. J'ai appelé le service du conseiller juridique des armées. C'était une ligne que je n'avais jamais pensé utiliser pour moi-même. J'ai expliqué la situation à un adjudant-chef au bout du fil. Ma voix était calme, clinique. J'ai listé les faits. Le montant. La durée. Le destinataire. Le déni. Les bottines de ma fille. Il y a eu un long silence. Caporal-chef, a-t-il dit, et sa voix n'était plus celle d'un fonctionnaire, ce que vous décrivez est un cas d'école. Ce n'est pas un différend familial. C'est un abus de confiance aggravé. Aggravé par le fait que vous étiez en service, et que la victime secondaire est une mineure. J'ai fermé les yeux. Le soulagement. Je n'étais pas folle. Mon conseil, a-t-il continué, c'est de documenter. Tout. Prenez des photos. Gardez les relevés. Et si vous voulez qu'ils vous prennent au sérieux, si vous voulez éviter un procès long et douloureux, contactez un huissier de justice. Un huissier de justice. Le mot a résonné.
En Alsace, dans un petit village comme Riquewihr, faire venir un huissier, c'est l'arme nucléaire sociale. Merci, mon adjudant, j'ai dit. Bon courage, caporal-chef. Et bienvenue au pays. J'ai raccroché. J'avais mes ordres de mission. J'avais la loi de mon côté. Mais j'avais besoin de plus. J'avais besoin de munitions. L'ennemi avait peut-être gagné la première escarmouche, mais je préparais la contre-offensive. Et elle allait être dévastatrice. J'avais besoin de la preuve de la douleur. Je suis rentré à Riquewihr ce soir-là, jouant la comédie de la fille repentante et fatiguée. J'ai supporté les sourires condescendants de mes parents. J'ai même aidé ma mère à préparer le dîner dans sa cuisine refaite à neuf. Chaque tiroir que j'ouvrais, chaque appareil électroménager dernier cri que je touchais, était comme un crachat au visage. Le lendemain matin, j'ai mis mon plan à exécution. Léonie, ma chérie, j'ai dit en lui servant son petit déjeuner, des céréales premier prix, j'avais remarqué, ça te dit une journée mère-fille ? On va à Colmar, juste toi et moi. On fait les magasins. Ses yeux se sont illuminés. Vraiment ? Mais... Papy et mamie disent qu'il faut faire des économies. C'est moi qui invite, j'ai coupé court. Nous sommes allés à Colmar. Le froid était vif, mais le soleil d'hiver illuminait les maisons à colombage. C'était magnifique. Mais je n'étais pas là pour faire du tourisme. Nous nous sommes assises dans un petit café, le croissant doré, avec des chocolats chauds. C'était le moment. Léonie, j'ai commencé doucement, je vais te demander d'être très courageuse. Je ne te parle pas en tant que maman qui gronde. Je te parle en tant que coéquipière. J'ai besoin de renseignements. J'ai besoin que tu me dises la vérité, surtout. Elle a baissé les yeux. Sur l'argent ? Oui. Elle a pris une grande inspiration. Et elle m'a tout raconté. Les larmes lui sont montées aux yeux quand elle a commencé. Au début, c'était normal. Et puis, au bout d'un mois, mamie a commencé à se plaindre. Elle disait que l'inflation était terrible. Que ma nourriture coûtait cher. Que l'école coûtait cher. Elle m'a raconté qu'on lui avait coupé son argent de poche. Qu'elle avait dû arrêter la cantine pour manger des sandwichs qu'elle se préparait. Et, l'équipe de handball, elle a murmuré. J'adorais la voir jouer au handball. Il fallait payer 50 € pour la nouvelle licence et le maillot. Mamie a dit que c'était du vol. Elle a dit que le sport, c'était une perte de temps. J'ai dû arrêter. J'ai serré ma tasse si fort que mes jointures sont devenues blanches. Continue. Il y avait la sortie scolaire. Tout le monde y allait. Ça coûtait 80 €. J'ai demandé. Papy s'est fâché. Il a dit que j'étais un puits sans fond. Que je vous avais coûté assez cher, à toi et à Félix. Le nom de Félix. Ils avaient osé utiliser le nom de Félix. Alors, j'ai vendu ma tablette, a-t-elle dit, comme si elle avouait un crime. Et puis, il y avait autre chose. Elle pleurait vraiment, maintenant. J'avais besoin d'argent pour des choses de fille. Tu sais. Et pour acheter un petit cadeau pour l'anniversaire de ma copine. Je ne pouvais plus leur demander. J'ai fait une bêtise, maman. Qu'est-ce que tu as fait, Léonie ? Elle a sorti quelque chose de sa poche. Un ticket de caisse froissé. J'ai vendu, ça. Je n'ai pas compris. Le médaillon, elle a sangloté. Le médaillon en or que papa Félix m'avait offert pour mes 9 ans. Mon cœur. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti. C'était un vide. Un trou noir. S'attaquer à l'argent, c'est une chose. S'attaquer à l'équipement de ma fille, c'en est une autre. Mais s'attaquer à la mémoire de son père mort. Oh. Ma voix était un murmure. Elle a pointé du doigt, à travers la vitre du café, de l'autre côté de la rue. Une boutique avec une enseigne criarde. Or et argent, achat immédiat. Il n'avait pas seulement volé l'argent de ma fille. Il lui avait volé son enfance. Il lui avait volé le souvenir de son père. J'ai posé 10 € sur la table. Finis ton chocolat. On revient. Je suis sortie du café. Le froid m'a saisi, mais je ne sentais rien. Je savais que mes parents étaient des voleurs.
Je venais de découvrir qu'ils étaient des monstres. Je suis entré dans la boutique de rachat d'or. L'homme derrière le comptoir blindé m'a à peine regardé. Je cherche un médaillon, j'ai dit, ma voix toujours aussi calme. Une petite fille vous l'a vendu il y a quelques semaines. Ovale, en or, avec une petite rose gravée. Il a soupiré, agacé. On a des centaines d'articles, madame. C'est le médaillon de mon mari décédé, j'ai dit. Il a été vendu par ma fille de 14 ans. Je suis prête à payer pour le récupérer. Mais avant, j'ai besoin de le voir. Et j'ai besoin d'une photo. Peut-être qu'il a vu quelque chose dans mes yeux. L'uniforme que je portais encore sous mon manteau. La folie meurtrière. Il a disparu dans l'arrière-boutique. Il est revenu avec une petite boîte. Et il était là. Le médaillon de Félix. J'ai sorti mon téléphone. J'ai pris une photo en gros plan. Je reviendrai le chercher, j'ai dit. Gardez-le précieusement. Je ne l'ai pas racheté. Pas encore. Ce n'était pas à moi de le faire. C'était à eux. J'ai rejoint Léonie. On continue notre enquête, j'ai dit. Notre prochain arrêt a été le café où elle travaillait. J'ai demandé à parler à la gérante, Madame Tessier. Léonie? C'est une perle, cette petite, m'a-t-elle dit. Elle travaille tous les samedis et dimanches matin. Entre 7h et 11h. Elle n'a jamais été en retard. 7h du matin. Le week-end. Ma fille de 14 ans. Elle vous a dit pourquoi elle travaillait? Madame Tessier a baissé la voix. Elle m'a dit que ses grands-parents étaient économes. Qu'elle voulait avoir son propre argent. Pauvre petite. Elle est toujours fatiguée. Elle s'endort parfois debout en astiquant les verres. J'ai serré les dents. Merci, madame. Vous m'aidez beaucoup. Dernier arrêt, Sabine. La mère de la meilleure amie de Léonie. Nous nous sommes toujours bien entendus. Je l'ai appelée et je lui ai demandé si je pouvais passer. Elle a tout de suite senti l'urgence. Assise dans sa cuisine, je lui ai tout raconté. L'argent. Le déni. Les bottines. Sabine n'avait pas l'air surprise. Solange, a-t-elle dit, en me servant un café. En Alsace, on n'aime pas se mêler des affaires des autres. C'est comme ça. Mais, oui, on s'inquiétait. Vous saviez? On ne savait pas. On voyait. Léonie a maigri. Elle ne venait plus jamais aux sorties. Elle a refusé l'invitation pour le ski parce qu'elle n'avait pas d'équipement. L'année dernière, elle y allait. Mon mari a même fait une sale blague, il a dit que tes parents l'affamaient pour garder l'argent. Je lui ai dit de se taire. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tes parents ont dit au village que tu avais des difficultés financières. Que ton OPEX ne payait pas bien et qu'ils devaient tout assumer. Le sol s'est encore dérobé. Ils n'avaient pas seulement volé ma fille. Ils avaient sali mon nom. Ils avaient dit à tout le monde que j'étais une mère incapable de subvenir aux besoins de son enfant. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi je n'ai pas pris ma voiture pour défoncer la porte d'entrée de mes parents? Pourquoi je n'ai pas hurlé à la trahison? Parce que la vengeance, c'est facile. C'est bruyant. Mais la justice, la vraie justice, c'est autre chose. C'est froid. C'est précis. Et je voulais qu'ils rendent des comptes. Pas seulement qu'ils me rendent l'argent. Je voulais qu'ils paient pour chaque larme de ma fille. J'ai remercié Sabine. J'avais les témoins. J'avais la victime. Il me manquait le mobile exact. Pourquoi? Pourquoi cette avidité soudaine? Et il me manquait la dernière pièce du puzzle, ma sœur, Bérénice, et son bracelet Cartier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Après avoir quitté Sabine, j'ai déposé Léonie chez elle, en lui disant de préparer un sac. Tu ne dormiras pas chez papy et mamie ce soir. Tu viens avec moi à Strasbourg. Je ne pouvais plus la laisser une minute de plus dans cette maison. Pendant qu'elle faisait son sac, j'ai dit à mes parents que j'emmenais Léonie voir une vieille amie, à Colmar et qu'on rentrerait tard.
Ils n'ont pas posé de questions. Soulagé de ne plus nous avoir dans les pattes. J'ai déposé Léonie chez Sabine, lui promettant de revenir la chercher. Puis j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Bérénice à Colmar. Elle n'était pas contente de me voir. Solange? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis occupée. J'ai poussé la porte et je suis entrée. On doit parler. Parler de quoi? Elle croisait les bras, sur la défensive. J'ai regardé son poignet. Le bracelet était toujours là. De ça. C'est joli. Cartier, non. La collection Love. Ça coûte un bras. Elle a rougi. C'est un cadeau. De maman et papa? Avec quel argent, Bérénice? Celui de Léonie? Elle a reculé comme si je l'avais frappée. Et puis, elle s'est effondrée. Pas en larmes de remords. En larmes de rage. Et alors, elle a craché. Et alors, si c'est le cas? Tu sais ce que c'est, toi, de vivre dans ton ombre toute ma vie? Solange la courageuse. Solange l'héroïne. Solange la mère parfaite. Et moi? Je suis quoi? Je suis Bérénice, la ratée. Celle qui n'a même pas pu garder un mari, celle qui n'arrive même pas à faire un enfant. Son venin se déversait. C'était donc ça. La jalousie. Mon mari m'a quittée parce que je suis stérile, tu le sais? Et toi, tu as eu Léonie si facilement? Ne parle pas de ma fille. Ma voix était si basse qu'elle a dû se taire pour l'entendre. J'essaie de faire une FIV, a-t-elle continué, plus bas. Ça coûte une fortune. Des dizaines de milliers d'euros. J'ai demandé à papa. J'ai pleuré. Je lui ai dit que je n'en pouvais plus. Et il t'a donné l'argent. Il m'a aidé. Il m'a soutenu. Ce que toi, tu n'as jamais fait. Et tu savais d'où venait cet argent? Elle a hésité. Et dans cette hésitation, j'ai eu ma réponse. J'ai vu les relevés de papa, a-t-elle avoué. Il m'avait demandé de l'aider avec ses papiers. J'ai vu les virements. Tous les mois. 1800 €. Soutien Léonie. Et j'ai vu ce qu'ils achetaient. La voiture. La télé. Et tu n'as rien dit. Pourquoi j'aurais dit quelque chose, elle a hurlé. Tu étais au Mali. Tu t'en fichais. Tu n'en avais pas besoin. J'ai même dit à maman. J'ai dit, Solange s'en fiche de cet argent. Elle joue les soldats. C'est nous, la vraie famille. C'est nous qui sommes là. Je l'ai regardée. Ma petite sœur. La personne avec qui j'avais partagé ma chambre d'enfant. Elle n'était pas seulement complice. Elle était l'instigatrice. C'est elle qui avait donné à mes parents la justification morale dont ils avaient besoin. Je n'ai rien dit. À quoi bon? On ne raisonne pas avec la haine. Je me suis retournée et je suis partie. Solange. Attends. J'ai descendu les escaliers. J'ai récupéré Léonie. Nous avons roulé en silence jusqu'à mon appartement de Strasbourg. J'avais toutes les pièces. J'avais la trahison. J'avais le mobile. J'avais les complices. Noël était demain. J'avais un plan. Arrivé à Strasbourg, j'ai installé Léonie dans sa chambre. Tu es en sécurité ici, je lui ai dit. Plus personne ne te fera de mal. Elle s'est endormie en quelques minutes, épuisée. Mais pour moi, la nuit ne faisait que commencer. J'ai étalé toutes mes preuves sur la table de la cuisine. C'était ma salle d'opération. J'ai allumé mon ordinateur et j'ai commencé à préparer mes dossiers. Je n'étais plus Solange, la fille. J'étais le caporal-chef, préparant un briefing d'attaque. J'ai imprimé 3 copies de chaque document. Dossier 1, la preuve financière. Les 9 relevés bancaires, montrant les virements de 1800 €. Total, 16 200 €. La facture d'achat de la Peugeot 5008 au nom de mon père. 14,000 €, à compte. La facture de la TV 8K. Le devis et l'acompte pour la croisière aux Caraïbes. 5 000 €. Le devis de la clinique de fertilité au nom de Bérénice. 4 000 €. Dossier 2,
La preuve de la négligence. La photo des bottines de Léonie, rafistolées au café. La photo du médaillon de Félix, prise à travers la vitre du prêteur sur gage. Le ticket de caisse de la vente du médaillon. 40 €. Une attestation sur l'honneur que je demanderai à Madame Tessier, du café. Une attestation que je demanderai à Sabine, la mère de l'ami. J'ai méthodiquement classé les documents dans 3 chemises cartonnées. Une pour eux. Une pour mon avocate, de facto. Une pour moi. Puis, j'ai passé 2 appels. Le premier, à ma tante Diane. La sœur de mon père. Une Alsacienne pur jus, la matriarche de la famille. Stricte, juste, et la seule personne dont mon père ait jamais eu peur. Tante Diane? C'est Solange. Oui, je suis rentrée. Joyeux Noël à toi aussi. Écoute, je serai chez papa et maman demain pour le dîner, à 19 h. J'ai besoin que tu sois là. Mais Solange, je fête Noël chez moi. Tante. S'il te plaît. Ma voix ne laissait aucune place à la discussion. J'ai découvert quelque chose sur la façon dont papa et maman ont géré l'argent de Léonie. C'est grave. J'ai besoin d'un adulte dans la pièce. Il y a eu un silence. J'y serai. 19 h. Le deuxième appel a été plus formel. Maître Vasseur? C'est le caporal-chef Solange. Nous avons parlé hier? Oui, c'est ça. Demain soir. 20 h précise. À Riquevire? Oui, je sais que c'est le soir de Noël. C'est pour ça que je vous paierai le double. Une remise en main propre. À Monsieur Gérard et Madame Marthe. Merci, maître. J'ai raccroché. Les pièces étaient en place. L'embuscade était prête. Noël est censé être un moment de paix, de famille. Mais parfois, pour sauver ce qui reste de sa famille, il faut d'abord détruire la partie qui est pourrie. Le dîner de demain soir n'allait pas être une fête. Ça allait être un tribunal. Et j'étais à la fois le procureur et le juge. Le 24 décembre, 19 h. Nous sommes arrivés, Léonie et moi. J'avais dit à Léonie de rester près de moi, de ne rien dire, et que tout irait bien. Elle était terrifiée, mais elle m'a fait confiance. La maison était remplie d'odeurs de dinde et de vin chaud. L'ambiance était faussement joyeuse. Mes parents, en me voyant, ont paru soulagés. Ils pensaient que j'étais revenue, la queue entre les jambes, après ma crise de l'autre nuit. Bérénice, elle, était pâle. Elle savait. Et tante Diane était là. Assise droite comme un i, dans le nouveau canapé en cuir, un verre d'eau à la main, observant tout le monde. Solange. Léonie. Joyeux Noël, a claironné mon père. Alors, tu t'es calmée, ma fille? Parfaitement, papa. J'ai juste eu besoin de mettre de l'ordre dans mes idées. Nous nous sommes assis pour dîner. La dinde était magnifique. La conversation était forcée. Mon père parlait de sa voiture. Ma mère parlait de la croisière qu'il planifiait. Bérénice ne disait rien, piquant nerveusement dans son assiette. J'ai attendu. J'ai attendu qu'ils soient tous servis. Qu'ils aient leur verre de Gewürztraminer à la main. Puis, j'ai posé ma fourchette. Avant qu'on ne continue, j'ai dit, ma voix claire et nette coupant le brouhaha, j'aimerais porter un toast. Tout le monde s'est tu. Ils ont levé leur verre, souriant. Je lève mon verre, à la famille. À la famille, ont-ils répondu. Et je lève mon verre aux 16 200 €. Les 16 200 € que mes parents ont méthodiquement volés à ma fille de 14 ans pendant que je risquais ma vie en Afrique. Le silence. Un silence si total que j'entendais le tic-tac de l'horloge comtoise. Ma mère a laissé tomber son verre. Le vin s'est répandu sur la nappe blanche comme du sang. Mon père est devenu rouge. Mais, tu es folle. Comment oses-tu? Ingrate. Taisez-vous. Ma voix n'était pas un cri. C'était un ordre. Le genre d'ordre qui fait geler le sang sur un champ de bataille. Et dans cette maison, l'effet a été le même. Tout le monde s'est figé. Ce n'est pas une accusation. C'est un fait. Gérard, Marthe, et toi,
Bérénice, vous êtes des voleurs. J'ai sorti les 3 chemises cartonnées de mon sac. J'en ai fait glisser une devant mon père. Une devant Bérénice. Et une devant tante Diane. Ouvrez, j'ai commandé. Mon père regardait la chemise comme si c'était un serpent. Bérénice tremblait si fort qu'elle n'y arrivait pas. Mais tante Diane, elle, a ouvert. Elle a sorti les feuilles. Ses yeux ont parcouru les relevés bancaires. Puis la facture de la voiture. Puis le devis de la FIV de Bérénice. Et puis, elle est arrivée à la dernière page. Elle a sorti la photo du médaillon de Félix. Et la photo des bottines rafistolées. Elle a levé les yeux. Elle n'a pas regardé Bérénice. Elle n'a pas regardé ma mère. Elle a regardé mon père. Son frère. Elle s'est levée. Lentement. Elle a fait le tour de la table. Et elle l'a giflé. Une gifle magistrale, qui a résonné dans toute la pièce. Tu as vendu, elle a sifflé, sa voix vibrante de dégoût, le souvenir de Félix. Le mari de ta fille. Le père de ta petite fille. Pour payer ta voiture. Tu n'es pas mon frère. Tu n'es rien. Mon père tenait sa joue, abasourdi. Il a bégayé. Mais, tu n'as aucune preuve, ce n'est que du papier. Tu ne peux rien faire. Mon père tentait de se redresser. Il cherchait une issue. L'arrogance revenait. Tu crois que tes petites photos vont faire quoi? Tu vas appeler la police? C'est ta parole contre la nôtre. Tu vas juste diviser la famille, voilà ce que tu vas faire. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé ma montre. 19h59. Tu as raison, papa, j'ai dit calmement, en me rasseyant. Je ne vais rien faire. Il a eu un petit rire suffisant. Tu vois? Tu n'es. Ding dong. La sonnette. Tout le monde s'est figé. Ding dong. Tu n'ouvres pas, papa? On attendait quelqu'un d'autre? Ma mère a regardé Bérénice. Bérénice m'a regardé, les yeux remplis de terreur. Vas-y, Bérénice, j'ai dit. Ouvre. Elle s'est levée, chancelante. Elle a traversé le salon. On l'a entendu déverrouiller la porte. Il y a eu un murmure. Puis des pas. Un homme est entré dans la salle à manger. Il n'était pas habillé pour Noël. Il portait un costume sombre, une mallette. Une aura d'autorité indéniable. Bonsoir, dit-il d'une voix qui n'attendait pas de réponse. Maître Vasseur. Huissier de justice. Le sang a quitté le visage de mon père. Il est devenu gris. Vous devez comprendre. À Paris, un huissier est un fonctionnaire. En Alsace, dans un petit village de 1500 âmes comme Riquewihr, un soir de Noël, un huissier, c'est la mort sociale. C'est la honte absolue, publique. Maître Vasseur ne m'a pas regardé. Il a ouvert sa mallette et a sorti une enveloppe. Je suis ici, a-t-il annoncé, pour signifier une mise en demeure à Monsieur Gérard et Madame Marthe. Cette mise en demeure concerne le détournement de fonds destinés à la mineure Léonie, pour un montant de 16 200 €, sans compter les dommages et intérêts. Il a tendu l'enveloppe à mon père. Les mains de mon père tremblaient. Il n'a pas pris l'enveloppe. Maître Vasseur l'a donc laissé tomber sur la dinde. Mon père a saisi sa poitrine. Cette fois, ce n'était peut-être pas simulé. Il s'est affalé sur sa chaise, le souffle coupé. Ma mère pleurait, de vraies larmes de panique, cette fois. Le jeu était terminé. Échec et mat. J'ai pris la main de Léonie. On rentre à la maison. Je me suis tourné vers l'huissier. Maître. Merci de votre diligence. Rendez-vous à votre étude le 26, 10 h, avec mes parents. S'ils sont en état. Puis j'ai regardé tante Diane. Elle tenait toujours la photo du médaillon. Elle a hoché la tête. Elle comprenait. Nous sommes sortis de cette maison. J'ai mis ma fille dans la voiture, loin des cris et des pleurs. En démarrant, j'ai vu, dans le rétroviseur, les rideaux de tous les voisins s'ouvrir. La voiture de l'huissier, garée bien en évidence, était le plus beau cadeau de Noël que je pouvais espérer. Nous sommes partis dans le froid, laissant la ruine fumante de notre famille derrière nous.
Le 26 décembre, 10 heures. Le bureau de maître Vasseur à Colmar était stérile, gris, et sentait le papier et la loi. Il n'y avait pas de décoration de Noël. Nous étions là. Moi, d'un côté de la table. Et de l'autre, mes parents et Bérénice. Ils avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Tante Diane était là aussi, assise un peu en retrait, comme témoin moral. Maître Vasseur a posé ses lunettes. Bien. Je vois que tout le monde est présent. Inutile de tourner autour du pot. Il s'est tourné vers mes parents. Ce que vous avez fait, a-t-il commencé, sa voix tranchante, tombe sous le coup de l'article 314-1 du Code pénal, abus de confiance, aggravé par le statut de votre fille et la minorité de votre petite-fille. La peine encourue est de 7 ans de prison et 750 000 € d'amende. Ma mère a eu un hoquet. Mon père fixait la table. Cependant, a continué l'huissier, le caporal-chef Solange, dans sa grande générosité, est prêt à ne pas déposer plainte. À une seule condition, un remboursement immédiat et total, assorti d'un accord formel. Il a fait glisser un document sur la table. Une reconnaissance de dette. Vous n'avez pas cet argent, j'ai dit. Ce n'était pas une question. La croisière est payée. La voiture est achetée. L'argent de la FIV est dépensé. Alors voilà comment ça va se passer, j'ai continué, en prenant le contrôle. Maître Vasseur écoutait, notant les points. 1. La croisière. Vous l'annulez. Aujourd'hui. Vous perdrez la compte, c'est votre problème. Ça fera 5 000 € de remboursé. 2. La voiture. Tu vends la 5 008, papa. Demain. Tu rachèteras une Dacia d'occasion. Comme tout le monde. La différence couvrira au moins 10 000 €. 3. Bérénice. J'ai regardé ma sœur. Le bracelet Cartier. Tu le vends. Et tu me rembourses les 4 000 € de ta FIV que tu as pris sur l'argent de ma fille. Je veux 6 000 € de ta part. Mais, je ne les ai pas, a-t-elle gémi. Alors tu feras un prêt à la banque, a rétorqué tante Diane. 4. J'ai conclu. Le reste. Le solde de la dette. Vous me signez cette reconnaissance de dette, et vous me rembourserez 500 € par mois. Tous les mois. Jusqu'à ce que le dernier centime soit payé. Intérêt compris. Ils étaient piégés. Ils ont signé. Gérard. Marthe. Bérénice. L'argent était réglé. Sur le papier. J'ai rangé ma copie. Je me suis levée. Ce n'est pas fini. Je les ai regardés. Léonie vous attend dans la voiture. Nous allons quelque part. Je ne leur ai pas laissé le choix. Ils nous ont suivis dans leur dernière journée de 5008. Je les ai conduits au centre-ville. Je me suis garée devant la boutique Or et Argent. Je suis sortie. J'ai ouvert la portière de mon père. Descends. Je l'ai emmené devant la vitrine. J'ai attendu que Léonie nous rejoigne. Tu vois le médaillon là, j'ai dit à mon père. Celui de Félix. Il coûte 100 €. J'avais vérifié. Léonie l'a vendu 40. J'ai sorti un billet de 100 € de ma poche. Je ne l'ai pas donné. Je l'ai tenu devant lui. Tu vas entrer. Tu vas le racheter. Et tu vas le mettre toi-même autour du cou de Léonie. Et tu vas lui demander pardon. C'était ma dernière condition. J'ai regardé cet homme brisé, mon père, entrer dans la boutique de la honte pour racheter le souvenir de l'homme qu'il avait volé. La scène devant la boutique a été la plus pénible de toutes. Mon père est ressorti, le petit médaillon dans la paume tremblante de sa main. Il n'a pas pu me regarder. Il s'est approché de Léonie, qui se tenait droite, mais dont je voyais les larmes perler. Il a essayé d'ouvrir le fermoir, mais ses doigts tremblaient trop. J'ai dû l'aider. Il a passé la chaîne autour du cou de sa petite fille. Pardon, il a murmuré. C'était à peine audible. Léonie n'a rien dit. Elle a juste serré le médaillon dans sa main. J'ai regardé ma mère et Bérénice, qui assistaient à la scène depuis la voiture, en pleurs. J'ai hoché la tête. C'est fait. Je suis montée dans ma voiture avec Léonie.
Et nous sommes partis. Nous n'avons pas dit au revoir. Nous avons juste roulé. J'ai quitté Riquewihr, ce village de cartes postales qui était devenu un cimetière pour moi. Nous avons roulé en silence pendant 1 heure pour retourner à Strasbourg. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que j'avais gagné. J'avais récupéré l'argent, en théorie. J'avais obtenu justice. Comme je me trompais. Ce soir-là, dans mon appartement de fonction, j'ai préparé un repas simple. Des pâtes. Léonie n'a pas touché à son assiette. Tu n'as pas faim? Elle a secoué la tête. Léonie, parle-moi. Et c'est là qu'elle a explosé. Mais ce n'était pas contre ses grands-parents. C'était contre moi. Tout ça, c'est de ta faute. Elle a hurlé. Un cri venu du plus profond de son être d'adolescente. Elle a jeté sa fourchette par terre. Si tu n'étais pas parti. Si tu n'avais pas été au Mali. Rien de tout ça ne serait arrivé. J'ai figé. Léonie, je n'avais pas le choix. C'est mon travail. Théoën travaille, elle a crié, les larmes coulant sur ses joues. Tu choisis toujours ton travail. Tu choisis toujours l'armée. Tu m'as laissé. Tu m'as abandonné avec eux. Tu m'as laissé avec ces monstres. Et c'est Théoï qui les a payés pour me faire du mal. Chaque mot était un couteau. Un couteau qui s'enfonçait plus profondément que la trahison de mes parents. Parce que, au fond, elle n'avait pas tort. J'avais été tellement concentrée sur l'injustice financière, sur le « comment » ils avaient volé, que j'avais oublié le « pourquoi » elle avait souffert. Elle n'avait pas souffert à cause de l'argent. Elle avait souffert parce que j'étais absente. Je me suis approchée d'elle. Mon cœur. Ne me touche pas. Elle s'est enfuie dans sa chambre en claquant la porte. Je suis restée là, au milieu de ma cuisine, avec 2 assiettes de pâtes froides. J'avais gagné la guerre contre mes parents. Et j'étais en train de perdre ma fille. Ce soir-là, pour la première fois depuis la mort de Félix, je me suis assise par terre, la tête entre les mains, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour le médaillon volé, pour les bottines rafistolées, pour ma sœur jalouse, pour mon père pitoyable. Mais surtout, j'ai pleuré pour mon échec. Mon échec en tant que mère. Reprendre l'argent, c'est facile. C'est de la logistique. Mais regagner la confiance de sa propre fille. J'ai compris que c'était ça, la vraie guerre. Et elle ne faisait que commencer. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles de ma vie. Plus dures que Barkhane. Plus dures que le deuil de Félix. Léonie ne me parlait pas. Elle s'enfermait dans sa chambre. Elle allait au collège, elle mangeait, mais elle était absente. Un fantôme. J'ai compris que je ne pouvais pas gérer ça avec mes compétences de soldat. J'ai pris une décision. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec mon supérieur. J'ai demandé une mutation. Un poste sédentaire. Un bureau. Fini les OPEX. Fini le terrain. Ma carrière, telle que je l'avais construite, était terminée. Il m'a regardé avec pitié. J'ai accepté. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. Pas pour moi. Pour nous. La première séance a été un désastre. Léonie refusait de parler. La deuxième aussi. À la troisième, la psychologue a dit, « Léonie, ta mère a fait des choix. Mais tes grands-parents aussi. Qui est responsable de quoi ?» Et Léonie a parlé. Elle a parlé pendant 1 heure. De sa colère contre moi. De sa haine pour ses grands-parents. De sa honte d'avoir vendu le médaillon. De sa peur de me décevoir. Nous avons commencé à travailler. Toutes les deux. Les mois ont passé. Le printemps est arrivé à Strasbourg. Les virements de 500 € arrivaient le 1er de chaque mois. Ponctuels. Je les transférais immédiatement sur un compte bloqué pour les études de Léonie. Bérénice m'a envoyé un email. Elle avait vendu le bracelet. Elle s'était séparée de son conjoint. Sa FIV avait échoué. Elle me demandait pardon. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Tante Diane m'appelait chaque semaine. Pour prendre des nouvelles de Léonie. Elle ne mentionnait jamais mon père.
Pause stratégique, merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Cette histoire a été incroyablement difficile à vivre, et elle est difficile à raconter. Mais je voulais la partager, pour que d'autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. Pâques est arrivé. Léonie allait mieux. Elle avait rejoint son club de handball. Elle souriait à nouveau. Un matin, elle a reçu une lettre. De sa grand-mère. Marthe. Une lettre maladroite, pleine de fautes, qui disait juste « Pardon, ma chérie. Je t'aime ». Léonie l'a lu. Elle l'a posée. Elle m'a regardée. Maman, pour les vacances d'été, est-ce qu'on pourrait aller au restaurant avec papy et mamie? Juste un déjeuner. Dans un endroit public. J'ai regardé ma fille. Ma fille si forte. Si résiliente. J'ai hoché la tête. La confiance, c'est comme un miroir. Une fois qu'il est brisé, on peut recoller les morceaux, mais on verra toujours les fissures. Ma famille est brisée. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Mais peut-être qu'on peut construire quelque chose de nouveau avec les morceaux. Quelque chose de différent. Quelque chose de plus honnête. Appel à l'action 3, ou trop, avez-vous déjà dû fixer des limites aussi dures avec votre propre famille? Avez-vous dû choisir entre la justice et la paix? Comment avez-vous trouvé l'équilibre entre la responsabilité et le pardon? Partagez vos histoires dans les commentaires. Je les lirai toutes. Si cette histoire a résonné en vous, si vous comprenez la complexité des trahisons familiales et financières, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires sur la vérité, la résilience et la reconstruction. Merci de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.